Internet, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur www.gms.sn. Bienvenue dans le rendez-vous de la rédaction. Les populations du Sud poussent un ouf de soulagement depuis la levée du blocus de la Transgambienne. Le secteur de l'économie espère respirer à nouveau avec la fin du contournement qui impactait sur la qualité et les prix des produits. Nous en reparlons dans le dossier du jour réalisé au marché de Boucotte-Saint-Maur de Ziguinchor. La lutte contre la pauvreté prend une nouvelle forme à Wonk dans les Kalounaï. Ainsi, 24 villages de cette localité du département de Bignona bénéficient d'un programme de valorisation de l'accès à l'électricité pour développer des activités économiques. La page internationale ainsi que la revue des titres seront également au menu de cette édition. Nous sommes le vendredi 27 mai 2016. Bienvenue dans cette édition. La traversée du bac de Farafenni était depuis quelques mois la pomme de discorde entre le Sénégal et la Gambie. Transporteurs et commerçants sont soulagés depuis la levée du blocus qui marque la relance de leurs activités. Reportage de Mathilde Ramabalde. Le calvaire des transporteurs et des voyageurs est enfin terminé. Les frontières entre le Sénégal et la Gambie ont été ouvertes en début de semaine après 3 mois de blocus. Le commerce est l'un des secteurs qui a le plus été handicapé. C'était vraiment difficile. Auparavant, les légumes pourrissaient avant d'arriver. On a même un jour filmé un camion qui déchargeait des légumes où tout est pourri. C'était vraiment un grand handicap pour tous les commerçants parce que mettre tes marchandises dans un véhicule qui fait le contournement jusqu'à Tamba prend énormément de temps. L'ouverture des frontières a-t-elle un avantage sur les activités des commerçants? Depuis l'ouverture des frontières, les légumes sont à bon prix. Aujourd'hui, tout est moins cher. Il y a un changement car le marché est rempli de légumes tout frais. Tout est au complet. Je suis très contente. Il y a vraiment un grand changement sur le marché. Commerçants comme clients accueillent à bras ouverts cette décision des deux États qui non seulement leur permettra de bien mener leurs activités, mais aussi d'alimenter correctement le marché. Développer l'agriculture par l'électricité, c'est l'aubaine à laquelle les populations de la commune de Wonk auront désormais droit. Le lancement ce jeudi du programme de valorisation de l'accès à l'électricité permet ainsi de développer des activités économiques et donc de lutter efficacement contre la pauvreté dans cette partie des Kalounaï. Aziz Badji, administrateur du groupe de recherche pour le développement rural au micro de GMS. Le droit à l'électricité, c'est un droit pour tous les citoyens. Ce n'est pas seulement parce qu'on est à Dakar ou à Ziguinchor ou à Thionkessil ou à Bignona ou à Wonk qu'on a droit à l'énergie. Mais tous les débats ne doivent pas se limiter seulement à l'énergie pour l'électrification. Mais l'énergie pour porter les activités économiques est un élément de fond. On pense que cette étape, ce projet lancé aujourd'hui, doit apporter une rupture, de considérer qu'on a seulement besoin de l'électricité pour l'éclairage. Quand vous regardez ce qu'on a développé dans la commune de Wonk et dans l'arrondissement de Tangori, d'abord, on a, au-delà de l'électrification pour l'éclairage, on est allé à accompagner les femmes de Wonk, le GIE Kadiamor, à la transformation de l'huile de palme à travers de l'énergie. Nous sommes actuellement dans la commune, dans la zone Kalounaï et Diassine, sur un projet du littoral, la gestion de l'écosystème du littoral, où on a amené les femmes à produire du sel à partir de l'énergie solaire. Pas le courant, mais à partir d'une bâche, on a une cuisson rapide et en quantité. Aujourd'hui, les femmes ont lancé un cri que d'ici quelques années, nous allons voir des femmes de ces localités construire des bâtiments en dur. Parce que, encore 2 fois, l'avantage de développer ces énergies, c'est pour
éviter davantage le gaspillage. Le phénomène des grossesses et mariages précoces est de plus en plus récurrent. Afin de mieux sensibiliser les élèves sur ce fléau, le CM Sukupapay a organisé une conférence sur la thématique. Binta Diatta s'est rendue sur place, elle nous fait le point. Les grossesses et mariages précoces sont fréquents dans les établissements. Ce phénomène qui gangrène les écoles n'épargne pas le CM de Sukupapay, qui cherche par tous les moyens à éradiquer ces fléaux. C'est une réalité. Chaque année, il y a des grossesses précoces dans cet établissement. Et chaque année aussi, nous, on fait de notre mieux pour que le nombre diminue. Je sais que ce sera difficile d'éradiquer tout ce phénomène-là, mais on fait notre max chaque année en sensibilisant. Vous voyez que le club EBF, depuis qu'il a été mis sur place, ça s'agrandit d'année en année. Donc ça veut dire que les filles, les jeunes garçons, les jeunes filles commencent à s'impliquer davantage pour que la sensibilisation puisse porter très loin. Mais quand même, les cas de grossesse, on en compte chez nous, honnêtement. Très touchés par le choix du thème, les élèves de Sukupapay, par leur porte-parole, invitent les parents à jouer pleinement leur rôle qui est de les éduquer dans la sexualité. On voit beaucoup de jeunes filles maintenant qui arrêtent leurs études à cause de ces grossesses précoces. Alors que c'est le cas contraire, c'est le garçon qui a enceinté la fille. Lui, il peut continuer ses études, il peut continuer tout ce qu'il veut. Alors que la jeune fille est obligée d'interrompre ses études. Je demande aux parents d'enlever tout tabou, de ne pas se gêner à expliquer à une fille la situation ou bien comment ça va se passer. Parce que, comme on le dit souvent en Wolof, on le dit tout ok, donc eux, ils sont, comment dire encore, elles sont plus âgées que nous, elles sont nos mamans. Elles ont vu ces situations, elles savent comment ça se passe. Venus nombreux à cette rencontre, les enfants étaient très intéressés par le message lancé. Le CM de Sukupapay compte élargir la réflexion et invite les autorités à appuyer davantage les écoles dans la croisade contre ces maux. L'actualité hors de nos frontières commence maintenant. Un sommet du G7 est toujours l'occasion de faire un tour d'horizon des grands sujets internationaux du moment. La réunion au Japon n'a pas dérogé à cette règle. Les dirigeants des grands pays ont ainsi évoqué la question des réfugiés, appelant, je cite, à une réponse mondiale. Ils ont parlé de la lutte contre le terrorisme, des tensions en mer de Chine méridionale ou encore du nucléaire. Un des principaux points du communiqué final, c'est la réaffirmation de l'attachement à la croissance mondiale qu'ils considèrent comme une priorité urgente. À cet égard, les dirigeants du G7 se sont prononcés contre une éventuelle sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Les Britanniques sont appelés à s'exprimer sur le sujet lors d'un référendum le 23 juin. Le G7 vient donc s'ajouter à la liste des organisations internationales qui souhaitent le maintien de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne, commente notre envoyé spécial. Se dessine ainsi clairement l'orientation voulue par les décideurs concernant le référendum du mois de juin. Ce qui est moins clair, en tout cas publiquement, c'est l'éventuel plan B si d'aventure les électeurs britanniques décidaient de tourner le dos à l'Union européenne. Simone Gbagbo devra purger sa peine jusqu'au bout. La Cour suprême a confirmé jeudi le verdict de 20 ans de prison prononcé par les juridictions inférieures à l'encontre de l'ancienne première dame ivoirienne en rejetant son pourvoi en cassation. Madame Gbagbo a été condamnée pour sa responsabilité dans les violences post-électorales de 2011 qui ont coûté la vie à près de 3000 personnes. Elle était jugée ainsi que 78 autres personnes pour leur rôle dans la crise provoquée par l'affrontement entre les camps du président sortant Laurent Gbagbo et celui de son adversaire Alassane Ouattara. Les avocats de l'ancienne première dame ont en outre confirmé qu'elle comparaîtra devant les assises d'Abidjan le 31 mai prochain pour crimes contre l'humanité lors de la même crise post-électorale. José Mourinho désigné nouveau manager de Manchester United. Le Portugais de 53 ans remplace le Néerlandais Louis van Gaal, remercié lundi, 2 jours seulement après avoir remporté la Coupe d'Angleterre avec les Red Devils. Le Special One était sans club depuis son limogeage de Chelsea en décembre. C'était sa deuxième expérience à la tête des Blues. Il a également dirigé le FC Porto, l'Inter Milan et le Real Madrid. Les discussions entamées mardi et finalisées jeudi ont également porté sur le droit à l'image de Mourinho. Le club mancunien devrait faire une annonce officielle ce vendredi. Nous accueillons sur ce plateau Moussou Diédhiou et c'est pour la revue des titres. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce vendredi 27 mai 2016. Sud Quotidien titre à sa une:
Appel au dialogue national ou politique, Pape Diop et Gakou boycottent Macky. 10 000 hectares de forêt décimés, 1 million d'arbres coupés depuis 2010, le désert en Casamance dans 2 ans. À la une du Populaire, exclusif, l'épouse de l'ancien président tchadien parle à 72 heures du verdict du procès Hissène Habré. Madame Habré fait le procès des bourreaux de son mari. On a réalisé qu'on pouvait vivre 25 années dans un pays, n'avoir aucun droit et finalement se retrouver en prison. 3 présidents ont mis de nombreuses institutions à contribution pour pousser la roue du complot. Si vous êtes dans un système qui fonctionne que pour vos ennemis, pour les protéger, les aider à marcher sur vous, à vous détruire, ce système est-il démocratique? La condamnation qui sera prononcée sera celle que Macky Sall aura approuvée. Après que le gouvernement a déclaré la guerre aux enseignants grévistes, le grand cadre se radicalise et traduit les temps en justice. Haïdar sonne l'alerte face au trafic de bois par des Chinois basés en Gambie. La forêt de Casamance sera détruite d'ici 2 ans. Le Sénégal a perdu plus de 1 million d'arbres depuis 2010. Alors que les exploitants basés en Gambie ont empoché 140 milliards de francs CFA en exportant ce bois vers la Chine. Visa biométrique, l'État et les 13 milliards versés à Big Togo. Accident fatal au casque bleu sénégalais, 3 djambars tués en Côte d'Ivoire hier. Stade Le Quotidien du Sport titre à sa une, Khadim Diaye, gardien de but, on ira au Burundi pour gagner. Encore un blessé dans la tanière. Après Diallo, Boukari jette l'éponge. Ndofène Fall, manager général du Jaraaf, au plan des résultats, ont fait une mauvaise saison. Basket, tournoi pré-olympique, Gorgidien, ça sent le forfait. Nous terminons avec la une de Sunulamb. Le Diato décidé à marcher sur Yahya, Lac 2 doit-il attaquer Yekini? Morfadam, Lac 2 doit savoir comment attaquer. Ngandjagne, Yekini sait déjouer les attaques. Malik Chandoum, si Lac 2 attaque n'importe comment. 11 ans sans victoire pour Tyson, Gambien et Valdo à terre. Que reste-t-il de Boulfalé? Drapeau Farbandiaï le 4 juin à Fatick, Thomas Faye met en jeu 20 bœufs. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Mesdames et messieurs, cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur www.gms.sn pour la suite de l'actualité. N'oubliez pas que la vie est un combat et chaque jour est une bataille.